Ok, bonjour. Donc là, on va changer de registre. Le titre du talk est absolument imbouffable, mais il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc déjà, je ne suis pas Benjamin. Je fais du Java depuis quasiment 15 ans maintenant. J'ai découvert le craftsmanship, le terme, en 2018, en me rendant compte que j'en faisais déjà plus ou moins. Je suis actuellement tech lead chez S2I et j'ai pas de réseaux sociaux et j'ai un GitHub qui est assez famélique, mais il y a cette lib-là qui est plutôt bien foutue, que j'ai arraché à mon précédent, que j'ai open sourcé depuis mon employeur précédent. Sauf que bon, j'ai oublié de la réaliser aussi. Donc, pour l'instant, il y a les sources, mais il n'est pas possible de la télécharger. D'en récupérer l'artefact. On va voir qu'est-ce qu'on essaie de traiter, qu'est-ce que c'est le K-Snake 3, qu'est-ce que c'est le 4, et il y aura une synthèse de tout. Donc déjà, qu'est-ce qu'on essaye de faire? La Primitive Obsession, c'est un anti-pattern. Déjà, on annonce la couleur, on n'en veut pas. Où les types primitifs servent à tout bout de champ, et en particulier au niveau du domaine. Donc là, j'utilise volontairement un vocabulaire qui est teinté DDD, mais c'est pour positionner la problématique. Donc, bien évidemment, les gens du DDD ont cette chose-là en horreur, mais on peut le retrouver aussi comme un point de vigilance ou code smell dans le cadre des guides pour les revues de pairs. Et donc, on va détailler un petit peu. Donc, quand on dit primitif, on parle de quoi? Évidemment, les types basiques, les types de la VM, les types objets, enfin la même chose mais en objet, donc qui vont accepter nul en plus et qui seront décorés de quelques méthodes. On va aussi faire rentrer là-dedans des objets spéciaux comme les bidécimales et Big Integer, et évidemment les chaînes de caractères qui sont utilisées à tout bout de champ et surtout quand elles ne servent pas. Alors, à la base, moi j'ai fait ce talk parce qu'on trouve pas mal d'explications de la Primitive Obsession et comment la combattre, mais souvent avec des exemples un peu bateaux. Donc là, moi, ma proposition de valeur, c'est que je vais prendre du vrai code que j'ai pu rencontrer dans ma carrière, qui illustre soit le problème, soit la solution. Donc ça, c'est un vrai code qui représente un bordereau de commande chez un vendeur d'outils. Et donc là, on va comprendre ce qui ne va pas. Déjà, on a des choses qui ne veulent pas dire la même, enfin des champs qui n'ont pas la même nature, et pourtant ils sont modélisés par le même type. On va retrouver la référence de l'objet, l'identifiant du constructeur de cet objet, et un commentaire libre, qui seront tous les trois des chaînes de caractères. Alors, la dernière, je l'ai mis en pointillé parce qu'on sent bien que pour un commentaire, c'est pas bien grave de prendre une chaîne de caractères. Par contre, les deux premiers, c'est quand même embêtant. On a également la quantité minimale et la quantité qui sont des entiers. Alors, à la première vue, on se dit, bah oui, pas bête, sauf qu'en fait, non, parce qu'il y en a une, c'est une contrainte, et l'autre, c'est une quantité. Et alors là, celles-là, elles sont un petit peu bizarres parce que cette appli-là, elle a la spécificité de faire un pas de côté sur un problème assez récurrent qui est la modélisation du prix, où on se retrouve souvent avec des choses un peu bizarres. Eux, ils ont décidé que c'était forcément des euros, donc ils l'ont mis dans le nom de la variable. Comme ça, ils ont évacué le problème. Donc déjà, ils s'évitent le souci de stocker à part la devise. Mais il reste que c'est un bête flottant. Et la date, pour l'instant, on ne s'est pas tellement tranché. C'est peut-être pas une mauvaise idée. La date n'est pas considérée comme un type primitif à proprement parler, donc c'est probablement OK. Alors c'est tout petit, mais c'est parce que c'est pour rappel et je vais développer. La sémantique est parfaitement absente des types, puisqu'on prend des types qui sont polysémiques par définition. Ils sont juste prévus pour
pour rendre le service le plus basique possible. Donc là, on va avoir des validations externes. On va vérifier que ma référence d'objet, elle a bien une tête de référence d'objet, que notre fournisseur, il a également une bonne tête de fournisseur. Alors là, c'est marrant, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, les deux champs qui étaient à plat dans l'objet, ils sont évalués ensemble parce qu'ils n'ont d'intérêt que dans le cas de cette assertion. Et en plus, la quantité minimale a la possibilité de ne pas être renseignée, et donc il faut se garder de la nullité de cette saloperie. Quand bien même la valeur 0 était parfaitement satisfaisante, c'est-à-dire que le minimum c'est 0, on comprend bien que ça va, quoi. N'importe quelle valeur va fonctionner. Là c'est pareil, on n'a pas envie de faire des cadeaux aux gens qui achètent des trucs, donc on va vérifier que le prix est positif au moins, et c'est là qu'on revient sur ce que je disais tout à l'heure, avec est-ce que n'importe quelle date ça va ? En fait non, parce que là il y a une contrainte sur le fait que vu que c'est un bordereau, si la date de service de cette commande elle est dans le passé, il y a vraiment un problème. Un petit exemple d'un tout autre projet, ils ont défini localement une petite data class là, pour faire de la coordonnée GPS. Ils ont suivi le modèle français où on parle de la latitude avant la longitude. Donc voilà, en fait, elle est comparable, c'est important pour l'appli, tout ça, tout ça. Et puis, on s'appuie sur un truc externe au standard anglais qui met la longitude en premier. Et puis, on fait un premier dans premier, deuxième dans deuxième. Et alors, le pire, c'est que des fois, ça marche. Parce que quand on fait des round trips entre la lib extérieure et nous, ça retombe. Vu qu'on se trompe 2 fois de suite par symétrie, ça va. Mais il y a des fois, ça marche pas. Et ça, on a mis quelques temps à la trouver, celle-là. Et donc là, pourtant, on se dit, il y a 2 champs, on peut pas se tromper, quoi. Si, en fait, on peut se tromper parce que on peut mélanger des choses qui devraient pas être la même chose. Et pareil, on verra tout à l'heure plus en détail, mais une propriété des types primitifs, c'est qu'ils ont, même les types primitifs, donc je parlais des objets tout à l'heure qui avaient des méthodes par définition, mais là, même un type primitif, il y a l'algèbre qui est définie dessus. On peut additionner la longitude et la latitude. Ça fait rien, ça n'a aucun sens fonctionnel, mais on peut le faire. Le compilo laisse faire. De la même manière, avec mon bordereau, je peux ajouter la quantité minimale à la quantité réelle. Pareil, c'est indéfini, le résultat de ce truc-là, mais on peut le faire. Donc, on va attaquer la partie solution. Alors, en sachant que la personne qui a écrit... Donc, calisthénique, c'est du grec pour dire exercice, au sens exercice physique des athlètes. Et donc, c'est un développeur qui, en 2013, a commis un papier avec une douzaine de règles. La 3e règle, elle visait pas spécifiquement à traiter il n'avait pas pour projet, quand il a écrit ce papier, de traiter la primitive obsession, mais il se trouve que la règle 3, et un peu plus tard la 4, sont connexes à ce sujet. Traduit, ça donne, si une variable exprimée par un type primitif possède un comportement, vous devez l'encapsuler dans une classe. Donc c'est là où on va trouver l'exception de mon commentaire de tout à l'heure. Le commentaire n'a pas de comportement, donc c'est pas grave d'utiliser un type primitif. Alors, faut voir que la notion de comportement, elle est assez extensive parce que le simple fait qu'une valeur que le compilo laisse vivre dans ce type, mais qui n'a aucun sens fonctionnel, c'est suffisant pour déclencher la condition que ça devrait être son propre objet. Donc là, je donne un exemple donc sur une devise. Ça, on se doute bien que cette chaîne-là, ça ne sera jamais une devise. Ça, a priori, c'est OK. Du coup, là, il va falloir commencer à se poser des questions. Est-ce qu'on accepte les symboles monétaires dans un truc qui s'appelle devise ? Et puis ça, on revient sur un codage de devises, mais est-ce qu'on accepte toutes les devises ? Est-ce que les cryptos, c'est acceptable comme moyen de paiement dans le système qu'on est en train de construire ?
Une fois qu'on a fait ça, il y a aussi, donc c'est un petit peu plus pénible parce qu'il faut produire du code en plus. Donc on va créer une classe pour un champ. Et donc on peut se demander à quoi bon. Alors déjà, à quoi bon le bénéfice qu'on va en retirer, c'est que si une instance existe, c'est-à-dire si on est capable de manipuler l'objet, c'est qu'il est valide. Parce qu'il va embarquer en lui-même les contraintes de validation dans son constructeur. C'est-à-dire qu'on est incapable de produire une instance qui contient quelque chose de pas bon. Et ça, enfin, réfléchissez à votre code base, c'est pas du tout trivial comme propriété. En général, il faut plutôt se battre pour réussir à garantir ce truc-là. Et c'est quelque chose qui est au centre. Alors, pas le fait de l'encapsuler, mais le fait d'interdire les instances qui représentent des choses invalides, c'est au cœur de la notion d'anti-corruption layer dans le DDD. Alors, sur un côté plus esthétique, ça permet de faire de vrai code orienté objet dans du code de prod. Donc ça, c'est un bout de code de prod aussi, où au sein d'un service, on a une petite méthode utilitaire qui est capable de produire un distinguished name LDAP à partir d'une chaîne qu'on espère être un identifiant. Bon, là, on fait un peu d'encapsulation avec des choses de la librairie Spring. Et bien ça, on peut le transformer du coup dans une data class qui ne contient que l'identifiant. Dans le constructeur de cette data class, on va vérifier que le machin qu'on nous donne, ça a bien une tête d'identifiant qui va être utile. Et notre méthode statique devient une méthode d'instance qui va travailler avec l'objet. Pour le coup, c'est pas magique. Hein, le type primitif, alors, si je retrouve mon curseur, voilà. Le type primitif, il est toujours présent. Hein. C'est incontournable. C'est juste qu'il est planqué vis-à-vis du code appelant. J'ai un exemple du code appelant ensuite. Donc ça, c'était comment c'était avant. On pouvait récupérer avant, donc on construisait le distinguished name. J'ai encore perdu mon pointeur. Voilà. À partir de l'identifiant qui était dans un objet qui contenait plein d'autres choses. Ça peut être transformé. Notre méthode, elle n'a besoin que de l'identifiant. On lui colle que l'identifiant. Elle n'a pas besoin de connaître l'âge de la personne pour pouvoir faire son rafraîchissement. Et là, on va invoquer la chose au dernier moment. Donc évidemment, entre les deux, il aura fallu que l'appelant de ce machin-là fasse le travail de produire un LDAP ID à partir de la personne. Hein. Là encore, c'est pareil, il n'y a pas de magie. Mais le LDAP ID, en plus, dans le cadre de la session, il est stable. Donc on peut même se permettre de le stocker et de le garder. Donc là, on va attaquer. J'ai été très très vite. Je me rends compte au chrono. Le deuxième outil, donc, c'est la règle 4. Et elle dit, si une classe contient une variable membre de type collection, alors ce doit être le seul membre. Donc c'est interdit d'avoir une classe qui contient 4 champs, dont une liste et un set, par exemple. Ça ne respecte pas ce truc. Le papier dit collection, dans le cadre du Java, je considère que c'est au sens large et que map compte aussi. Alors, seul, ça se négocie. Parce que l'esprit de la règle, c'est simplement de planquer le truc et que si, pour ce faire, vous avez besoin de variables supplémentaires, tout va bien tant qu'elles sont cachées. Alors, bien évidemment, il y a des contre-exemples. Ça, c'est un extrait de la sublist de Java. Qui du coup respecte alors, elle ne fait pas exprès, hein, mais elle respecte la règle 4 en embarquant uniquement la liste qu'elle est censée représenter, mais elle est aussi décorée de 2 petits champs complémentaires qui vont lui servir à faire le reste de ses méthodes. Et il se trouve que elle expose un de ces champs
j'ai encore plein d'exemples. Un de ces champs complémentaires, et là, pour autant, ça reste OK puisque c'est simplement une manière plus efficace d'obtenir une propriété de la liste sous-jacente. Alors là encore, on peut se demander pourquoi, à part faire plaisir à la règle, pourquoi on ferait ça. En fait, c'est la même chose que je disais tout à l'heure avec le fait qu'on pouvait faire de l'arithmétique et donc produire des résultats qui n'ont aucun sens fonctionnel. Là, c'est un peu pareil, c'est que quand on prend une liste, c'est pratique, c'est bien fichu, sauf que la liste, par définition, il faut qu'elle supporte tout un tas d'usages. En plus, les listes de Java, elles sont mutables par nature, ce qui peut être un problème dans le cas d'espèce s'il y a du partage d'instances de listes entre plusieurs objets, avec des race conditions, tout ça. On est quand même plus confort avec des choses immuables. Le fait d'encapsuler nos collections basiques dans des wrappers qui vont interdire des comportements, c'est pas dingue. Et en plus, ça fait pas du code forcément très propre si on utilise les unmodifiable XXX de la classe collections. En fait, les méthodes, elles sont toujours là. C'est juste que si on les appelle, ça pète. Donc c'est quand même plus agréable quand on interagit avec un objet que les méthodes qu'il expose soient celles qui servent vraiment à faire quelque chose. Là encore, les bénéfices qu'on tire à faire ça, c'est que maintenant qu'on a une classe qui ne contient qu'une collection, elle peut définir le comportement qui était porté auparavant ailleurs par le simple fait que on ne peut pas étendre le comportement d'une array list, quoi. Donc là, ça c'est un exemple aussi dans du ferroviaire, on avait une liste d'itinéraires et la propriété des itinéraires, c'est qu'ils doivent être numérotés de manière continue. Il ne peut pas y avoir de trous dans la numérotation et il ne peut pas y avoir de doublons non plus. Donc 2 itinéraires qui s'appellent 1, c'est un problème. Donc du coup, quand on ajoute un itinéraire dans une liste d'itinéraires, déjà on est sur quelque chose d'immuable, donc on va faire une copie. Et quand on va l'ajouter, en fait, on va altérer l'itinéraire qu'on est en train d'ajouter, alors par copie, parce qu'on n'est pas des animaux, on va ensuite renvoyer comment ça s'appelle, une nouvelle instance de notre objet qui contiendra donc tout ce qui contenait avant, plus celui-là, mais correctement numéroté. Toc. Donc là, voilà, il a toujours l'itérator. Donc ça, pour le coup, ça c'est plus pour des considérations de facilité d'intégration avec le reste. Le fait qu'il soit itérable, ça va faciliter les TU, les machins comme ça, parce que Sergi, il adore les itérables. Il a tout un tas de choses pour pouvoir le tester. Et ça évite d'avoir à tous repalucher quand même. On a toujours add comme sur une liste, sauf que là, on voit que le contrat, il a changé. Le add, c'est pas un void. Du coup, vu que ça produit une nouvelle instance, il faut forcément la renvoyer. Et donc, en plus, elle fait un effet de bord sur le... Enfin, un effet de bord, on se comprend, sur son argument. Et en plus, on peut se permettre de faire des choses qui n'étaient... Enfin, d'étendre le comportement. C'est que moi, mon itinéraire, des fois, j'ai envie de le chercher par son rang. Et le rang n'est pas... rien ne dit dans ma copie là qu'ils sont triés par ordre. Ils ne sont pas forcément dans l'ordre du rang. Ici, la plupart du temps, ils sont triés dans l'ordre de départ des trains. Ça, c'est l'exemple qui poursuit ce qu'on avait fait dans le ferroviaire avec des maps. Et donc là, ça illustre aussi qu'on a finalement on a fait une petite entorse au fait qu'il y ait une seule collection dans la classe. C'est qu'on en a mis une deuxième, mais cette deuxième, elle sert, comme j'expliquais avant, uniquement à des fins d'optimisation de certains traitements.
puisque par construction, on pouvait avoir un groupement d'itinéraires qui produisaient l'ensemble vide et l'ensemble vide était stocké. Et donc, le fait de maintenir à côté les clés qui sont mappées sur des groupes d'itinéraires qui contiennent au moins un élément était intéressante. Et donc, pareil, là, c'est la suite, c'est la même classe que je vous ai présentée tout à l'heure. On peut se permettre d'avoir à nouveau la notion de groupement directement dans la classe. Et donc ça fait que l'invocation de ces choses-là est beaucoup plus naturelle au niveau de la façon d'écrire. On peut se demander pourquoi faire une règle 4 quand finalement ça a l'air d'être à peu près la même chose que la règle 3. C'est la même rationale qui gouverne, c'est les mêmes bénéfices qu'on en retire. Il se trouve que déjà le papier calisthénique, il n'est pas lié à un langage, il est valable dans l'absolu. Et donc l'auteur a voulu séparer quelque chose qui était plutôt de l'ordre de l'évidence pour les types primitifs et qui demande un peu plus de grattage de tête quand on s'attaque à des contenus, des conteneurs plus compliqués. Donc en synthèse, il y a avec l'illustration 3 points. Déclarer autant de types que nécessaire. Le petit côté, un petit à côté complémentaire sympathique, c'est que ça simplifie le nom des variables. On n'a plus besoin de faire porter la notion dans la variable. Et en plus, on va permettre de grouper des choses qui vont ensemble. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau de la validation, on évaluait la quantité et la quantité minimale ensemble, mais en réalité, dans le cas du métier, la quantité minimale, elle est liée au prix unitaire. C'est que le prix unitaire, il est fonction d'une quantité commandée. On peut revendiquer un prix unitaire seulement à partir d'un certain seuil. Et si on augmente ce seuil, on peut avoir un meilleur prix. Et donc là, on va pouvoir exprimer de manière certaine que ces deux notions-là vont ensemble. Et donc là, je choisis de modéliser que ma quantité minimale devient une sorte de compagnon de la valeur principale qui est le prix unitaire. Elle a pas de. Alors, on pourrait dire que c'est insuffisant et que même la notion de contrainte, elle est valable en tant que telle, et donc faire de la composition aussi, donc définir une classe qui contient comme celle du dessus, finalement, la quantité. Alors, surtout pas utiliser quantity, parce que quantity, ça représente uniquement une quantité réelle et pas une borne, mais on pourrait, à l'image de ça, faire un autre record qui viendrait dire contrainte de quantité, qui s'appuierait aussi sur un entier, et qu'on viendrait composer dans un objet plus large. Là, on a fait un truc simple. On a aussi attaché du comportement, c'est que ce prix unitaire-là, il est capable de valider s'il s'applique sur une quantité donnée, ce qui va nous permettre de faire des filtres et des choses comme ça. Et puis, on fait aussi une notion de date acceptable, qui est fonction de l'instant courant. Stocker les contraintes, donc là, c'est ce que je disais, on va se retrouver, donc c'est un zoom sur le prix unitaire, donc on va retrouver notre définition. Ah bah oui, alors du coup, j'ai même j'ai changé de. Oui, on utilise quelque chose pour faire des maths, parce qu'on a envie de. Le double, c'était plus. J'ai oublié de corriger la slide présente. Et on va ici garantir ce que je disais tout à l'heure, qu'on est incapable de produire une instance qui contient des choses qui n'ont pas de sens. On va avoir le contrat de notre prédicat qui va lui dépuncher tranquillement la notion de quantité, décidément le pointeur. Et il sait que de toute façon, ce truc-là, si on lui passe, il existe, il n'y a pas de null pointer à attendre. Cette chose-là, elle est forcément, c'est pareil, il manque le 0. Ce truc-là peut être égal à 0, mais c'est devenu un type primitif, donc il n'y a plus de nullité à gérer non plus au niveau du minimum.
Et on va même se permettre de produire un prix total à partir des prix unitaires et d'une quantité, uniquement si c'est possible de le faire. Et ça, c'est typiquement des choses qu'on trouvait avant en tant que méthode utilitaire, soit dans un service, soit dans les fameuses classes XXX utils où tout est statique dedans là. Et c'est beau. Et troisième point, n'oubliez pas les collections. Donc là, on retrouve, je continue avec mon histoire de bordereau. On voit que notre classe d'achat, eh ben, elle contient une liste d'objets qu'on a achetés et ma liste, eh ben, c'est la liste de mes objets et c'est tout pour le coup. Et en plus, on peut lui permettre d'avoir à nouveau un comportement riche, puisque sur une liste d'objets, eh bien, on va être capable de produire le montant total. Et donc là, on va avoir comment ça s'appelle, un reducer qui prend, qui agit sur price. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'algèbre est restreint aux objets du même type. Faire plus sur quelque chose qui est, enfin, typiquement là, on a des prix unitaires qui sont cachés dans les purchase items et on est incapable de faire price plus unit price. C'est pas défini, donc le compilo va pas nous laisser faire. Alors que sinon, des doubles avec des doubles ou des big décimales avec des big décimales, il est content, il laisse faire et le résultat n'a pas forcément de sens. Non. Là, tu as redéfini plus dans price. Oui, oui, là, j'illustre pas la classe price, mais oui, c'est nécessaire pour que ça marche pour le coup. C'est que il faut, tout comme dans le cas de mes itinéraires, j'avais redéfini l'addition en expliquant qu'est-ce qui était impliqué par ce nouveau comportement d'addition, le fait que ça produise un nouveau conteneur qui contient tous les anciens éléments plus celui qu'on a ajouté. Et là, c'est pareil. En fait, l'addition arithmétique, elle doit être redéfinie sur la classe et donc elle choisit avec qui elle s'applique. Par exemple, on pourrait décider que la classe price autorise d'ajouter un prix unitaire en présumant que dans ce cas-là, c'est une quantité de 1. Quand j'ajoute un élément, je peux me permettre de faire un ajout d'un prix unitaire de 1. Ça, c'est les liens, si vous voulez, les sources. Donc le fameux calisthenics de billet de blog de 2013 et un complément sur les collections qui vient enrichir la règle 4 qui était présente donc dans ce papier. J'ai vraiment speedé. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, à un moment, tu parles pour la règle 3. Oui. Tu parles de comportement. Oui. Et je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu sous-entends par ça. Ah oui, la question c'est qu'est-ce qu'on entend par comportement dans le cas de la règle 3. Le comportement, ça va être... alors j'ai dit que rentre dans cette définition la notion de valeur valide sur le type sous-jacent, mais qui ne l'est pas fonctionnellement. Typiquement, quand je commande des tournevis, je ne peux pas en commander -1. Ça n'a aucun sens. Donc, l'entier, enfin le type int, me permet de stocker enfin, il est signé, donc je peux mettre des nombres négatifs dedans. Ça, c'est un comportement. Alors, c'est assez faible, mais c'est déjà un comportement. Le fait que qu'est-ce qu'on va trouver comme chose, typiquement les prix. Les prix, donc là, dans le cas de la distribution de commandes de matériel, là, c'était pas, ils avaient triché entre guillemets en choisissant de se brider sur une seule devise. Mais dans le cas du ferroviaire, on gérait une multidevise. Et le prix, donc, qui est un tuple entre un scalaire et un identifiant de devise, lui, il va présenter comme comportement le fait de pouvoir être changé. Donc, tu vas lui filer une devise cible et un taux de change. Et c'est lui qui, en interne, va appliquer la transformation arithmétique sur le prix qu'il représente et qui va te donner une nouvelle instance dont le scalaire est l'ancien scalaire multiplié par le taux que tu lui as filé, et la devise est la nouvelle devise.
Ça, c'est typiquement un comportement un peu plus costaud, quoi. Ok. Alors, sachant que dans l'exemple, du coup, ma classe montant, elle est pas, elle respecte pas stricto sensu la règle 3 parce qu'il y a 2 champs dedans, quoi. Mais on peut trouver d'autres exemples où, avec monochamp, tu as des choses complémentaires, enfin, qui sont similaires. Oui, typiquement un rabais sur une. Oui, c'est ça, la précision, ouais, gérer la précision sur une opération mathématique. Ouais. Bah, typiquement, les coordonnées GPS, elles étaient bornées par. Donc là, pour le coup, le Calisthenics 3 n'était pas implémenté, mais pourtant, dans la classe où il n'y avait que 2 doubles, là, il y avait effectivement cette notion d'arrondi qui était déjà embarquée dans l'objet. On va voir les slides. Oui, je pense. Oui, oui, un partage, je me suis. Eh bien, merci beaucoup.